J'ai vu un papier, témoignage de satisfaction. Moi, je te mens pas. Hein. C'est le 24 décembre. Vous pouvez pas passer par la cheminée, je suis un peu trop fort. J'étais obligé de casser la porte avec mes copains. Voilà. Bon. Ouais, bon, on en a plein, hein. On a plein de trucs comme ça. Ça, c'est un truc sur la Yougo. On a été en Yougo, enfin, c'est en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie. Voilà, puis il y en a. C'est mon répertoire des vanités. C'est toutes mes récompenses. C'est la boîte d'images quand t'es gosse. En gendarmerie, on a des images quand on fait des choses bien. Moi j'aime bien ça, hein. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ça. On nous félicite. Ça fait plaisir, hein. Et attends, c'est mieux qu'un coup de pied aux fesses, hein. Ce qui est bien avec le groupe, c'est que tu es dans une réalité que tu peux apprécier. Ce type en est arrivé à peut-être à boire, perdre son emploi, il s'engueule avec sa femme, elle veut le quitter, il prend le fusil, et voilà. Et ça, on te l'explique. En tant que militaire, c'est vachement important. Parce que l'action que tu vas mener ensuite, tu l'as fait en ayant tous les éléments. Tu n'es pas perdu dans une chaîne de commandement où tes pauvres soldats, où tu vas avancer dans une opération, finalement on t'a dit d'aller par là, parce que là tu comprends ce que tu vas faire. Faire, agir, risquer sa vie pour 2000 € par mois, Michel était d'accord. Il a pourtant plusieurs blessures inscrites en lui. La plus douloureuse porte le nom d'une île, Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie. Une autre histoire, terrible et compliquée. 22 avril 1988, un commando d'indépendantistes mélanésiens attaque le poste de gendarmerie de Fayaoué. 4 gendarmes sont tués, 27 autres pris en otage et sont transférés dans une grotte. Tous les initiateurs de cette prise d'otage, Kanak, étaient réunis dans le village de Gossala. Et ces gens qui avaient donc fait cette prise d'otage ont voulu l'appui des politiques du FLNKS. Et là, plus personne pour les aider. Le chef des indépendantistes de l'île a dit je suis tout seul maintenant, on n'a plus l'appui politique du FLNKS qui avait dit chaque groupe, chaque tribu gère sa guerre à son niveau. Alors ça allait, je dirais, de l'agacement des gendarmes, tout ce qui pouvait représenter l'État, mais là ça va plus loin, c'est qu'il y a du sang. Et lui, là, le FLNKS se sépare quelque part de ceux qui sont allés trop loin. Et lui va se trouver enfermé et il va se dire puisque j'ai plus d'appui, que je risque d'aller en prison, eh bien, autant aller jusqu'au bout. Et on va avoir affaire à un type qui est devenu fou et qui va faire peur non seulement aux otages, mais aussi aux gens qui sont autour de lui et qui vont l'aider. Et moi j'étais de permanence au GIGN, il était minuit à peu près, donc le gorge me dit, il se passe quelque chose de grave en Nouvelle-Calédonie, on va partir, il faut réveiller tout le monde. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Je dis quoi? Il me dit, vous êtes en retraite dans 15 jours. Je dis, attendez, je repousse ma retraite. Donc bon, ok, moi je pars. Donc on prend l'avion, moi j'avais déjà une nuit blanche, 24 heures d'avion. On arrive en Nouvelle-Calédonie, on fait une petite pause à Tahiti, là, super beau, on est arrivé sur le lagon, génial, enfin on se croyait partir en vacances comme ça. Mais on dort pas beaucoup dans l'avion parce que déjà on pensait à ce qui se passait. Et dès qu'on se pose avec l'avion, on nous met dans un hélicoptère, on nous dépose au nord de l'île, et là on se tape 6 heures de marche. Et là, la fin commençait à être terrible quand même. Parce que là... Et là, moi, je me rappellerai toujours, j'avais un caramel et un chewing-gum. Je partageais le caramel avec un copain, donc ça commence à être léger quand même. Le ton monte sur l'île, la situation devient tendue, les élections présidentielles approchent. Au fond de la grotte, les preneurs d'otages tiennent bon. Les revendications de Dianou, c'est on laisse passer les élections, je garde les gendarmes, vous évacuez d'abord en priorité cette île, après les militaires, vous évacuez toute la Nouvelle-Calédonie et on ne veut plus vous voir et après on verra. Voilà. Et puis là, de l'autre côté, les politiques, ils disent attendez, c'est pas lui qui fait la loi, hein, il a à répondre de ses crimes et l'opération doit se terminer le plus rapidement possible. En plus, c'est les élections, alors dépêchez-vous. Et nous, on va se dépêcher. L'île, elle est magnifique, mais en même temps, elle est redoutable, parce qu'il y a une densité forestière qui est incroyable. On ne voit pas, il y a des endroits effectivement qui sont plus clairsemés, mais dans la majorité de l'île, c'est une espèce de gros chou-fleur, très très dense, hein, où on ne fait pas 2 mètres sans se perdre. Donc, il va nous falloir, nous, trouver ces gens qui sont retenus dans cette île.
Alors, pour les trouver, au début on demandera la collaboration de la population, mais on n'aura pas beaucoup d'aide. Même s'il y a sur place des gens qui sont effectivement outrés par ce qu'ont fait leurs collègues. Hein. Eux vont nous aider dans un premier temps, ils vont nous dire, ils sont sans jamais trop se mouiller, parce qu'ils savent qu'après notre départ, eux, ils seront toujours là. Et ils nous disent, lui, un tel, ils étaient à l'assaut de la brigade, si vous leur demandez, ils vont vous dire où ils sont. Donc on va les interroger. Au début, on va leur demander la collaboration, et puis après, devant leur mutisme, on va les secouer un petit peu. On va les impressionner. Les interrogatoires qu'on a menés, ça n'a jamais été la gérie, si je puis dire, ça n'a jamais été la gégène et tout ça, c'est des conneries. Et le garçon que j'avais en face de moi, visiblement savait que s'il ne coopérait pas, on risquait de faire des patrouilles qui allaient mal tourner. Et là, devant, je dirais, son mutisme, et puis sa connerie, moi je lui ai mis une tarte. Ouais. C'est vrai que c'est pas bien, mais quand on sent que ce qu'on fait peut avoir effectivement une survie pour les autres, moi je voudrais que les deux que j'ai vus me viennent me voir et ils me disent où ils ont eu mal. Bon, il y en a peut-être un, il va faire ça, il va me dire gros con, va. Bon, peut-être. Bon. Mais l'autre qui va me dire ouais, t'as voulu me couper le doigt, je vais dire oui. Il a toujours son doigt. Non seulement il l'a toujours, et puis c'est pas ça, c'est que c'est pas vrai, quoi, je veux dire. Là, il était couillu quand même. Hein. À force de nous montrer des conneries, je disais où ils sont nos gars, où vous les avez, où vous les détenez, où vous les ravitaillez. Il disait ah c'est là-bas. Tu parles, c'est là-bas, je veux dire, tu tournes. Hein. Et je lui dis, si tu continues à nous raconter des conneries, je vais te couper un doigt, moi. Alors il me regarde comme ça, il me fait, si tu veux, bah, tu me coupes la main. Alors il met sa main sur le bio, j'avais une hache, j'avais été chercher une noix de coco pour améliorer l'ordinaire, et je lui fais ça, et puis je m'en vais, quoi. Ça a duré 30 secondes. Bon, après, tu l'écoutes. Il est en face de lui, le docteur Mengele. Aux interrogatoires musclés menés par certains militaires et gendarmes, les indépendantistes répliquent par des menaces permanentes de mort. Mais la présence du capitaine du GIGN Philippe Le Gorju et du substitut Jean Bianconi, capturés entre-temps aux abords de la grotte, permettront de calmer quelque peu les preneurs d'otages. Jean Bianconi disait, écoutez, il faut m'expliquer ce qui se passe, on ne veut pas se regarder comme ça en chien de faïence à 50 mètres de distance, on est en train de crier dans les bois. Moi je viens, vous avez besoin sans doute de quelque chose, je viens vous apporter des cigarettes, de l'eau, vous avez sans doute besoin de quelque chose. Et là, il enchaîne quelque chose, il met le contact, quoi, si je puis dire. C'est un contact important, et il va s'avancer. Et dans le même temps, il dit à Philippe Le Gorju, allez, venez, on va y arriver tous les deux. Et puis là, bah, tout dégénère, puisque ils vont chercher un adjudant de gendarmerie, ils lui mettent une arme sur la tête et ils lui disent, bah, maintenant, si les gens qui sont autour, qui sont avec vous, ne se rendent pas tout de suite, on le tue. Philippe Le Gorju tout de suite a pris la parole, il a dit, les gars, venez, les 6 qui sont avec moi, on n'était pas 6, hein, il a dit les 6. Les 6 qui sont avec moi, venez, je vous en prie, venez. Alors on s'est tous regardés dans le blanc des yeux, là, on s'est dit, aïe, qui va y aller? Et là, j'ai vu les garçons faire quelque chose de magnifique, se livrer. Moi, ça, depuis les bourgeois de Calais, je connais pas d'autre histoire comme ça. 6 hommes du GIGN se retrouvent donc parmi les otages. Le substitut Bianconi, profitant du fait que les preneurs d'otages lui permettent de visiter les prisonniers, avait tenté l'impossible. Bernard, qui était au fond du trou, se souvient de son courage. Là, une fois dans le trou, bon, bah là on est bien, mais il faut trouver une solution maintenant. Et bon, on n'est plus aucun contact avec l'extérieur. Jean Bianconi et Philippe Le Gorju ont été libérés dans la nuit. Hein, et Jean continue à venir nous voir tous les matins. Il venait nous voir en leur apportant un peu d'eau, un peu de victuailles. Cigarettes. Il disait voilà, je descends dire bonjour à mes amis comme prévu, c'était prévu comme ça. Je descends les voir, il descendait le long des racines d'arbres. Il descendait nous voir. Et un beau matin, il a dit bon, alors, il a dit voilà, il y a une intervention de prévue où effectivement il n'y a plus que ça à faire. Hein, il s'énerve de plus en plus. J'ai écrit à mon épouse, comme quoi je sentais